Si j'ai commencé le livre par cette phrase, donc le spectacle est l'origine du monde, c'est parce que ce livre raconte l'histoire d'un gigantesque souvenir écran. Au fond, on ne peut pas accéder au monde directement, on a toujours un accès au monde par des représentations, un discours, des discours. Et ce livre raconte une double histoire. La première, elles sont contemporaines, celle des massacres d'Indiens, donc à la fin du 19e, et puis l'histoire d'un spectacle de masse, le Wild West Show, donc, qui avait pour entrepreneur Buffalo Bill, et qui s'est emparé en quelque sorte de ces massacres pour les raconter et fabriquer ce que j'appelle donc un souvenir écran, et qui serait à l'origine de notre monde, en tout cas d'un certain monde, d'une vision du monde, d'une représentation. Et donc, en s'en emparant, il a fait deux choses. Non seulement donc il a fabriqué, mis en scène un spectacle qui a fait le tour du monde et qui aurait été vu par 70 millions de spectateurs, mais ce spectacle mettait en scène ces massacres d'Indiens en les rejouant d'une manière falsifiée sous forme de batailles héroïques qui fabriquaient la grande fable américaine. Et il le faisait en embauchant en plus à la fois comme personnages principaux d'anciens rangers ou d'anciens militaires qui y avaient participé à ces guerres, et puis comme figurants des rescapés indiens de ces massacres. Dans le livre alterne récit et photographie. Buffalo Bill, dans son show, invente ce qu'on appelle aujourd'hui les produits dérivés, au fond, le merchandising. Il vend, à l'issue du show, tout un tas de babioles indiennes, donc une sorte de faux artisanat que les Indiens fabriquent, et puis aussi des photographies donc, que certains Indiens peuvent signer, d'ailleurs, etc., qu'on achète comme les cartes postales aujourd'hui à la sortie des musées, au fond. Et ces cartes postales sont donc des images de ce souvenir écran. Or, ce sont des images qui sont donc produites par un dispositif très puissant, un dispositif qu'on peut dire à la fois, je ne sais pas, de propagande ou de publicité, selon le terme qu'on veut lui appliquer. Sauf que quelque chose résiste sur la photographie. La photographie saisit le regard, la mimique, quelque chose, et ça brise donc cette ligne, et quelque chose se trahit de la personne, enfin, qui fait, je crois, tout le mystère de la photographie. Et donc, au sein même de ce dispositif très puissant du Wild West Show, de ces photographies qui sont très manifestement des photographies de publicité, les visages des Indiens qui sont photographiés, je crois, viennent faire défaillir le dispositif entier. C'est eux que l'on regarde. Et au fond, aujourd'hui, ce dispositif apparaît comme étant de la pacotille à côté de ces visages. Et c'est une partie des raisons pour lesquelles j'ai mis des photographies dans le livre. Cette photographie où on voit Sitting Bull et Buffalo Bill se serrer la main a ce site très particulier que c'est à la fois une publicité pour le Wild West Show, mais c'est en même temps un acte politique. Il est en train de se prononcer quelque chose. Buffalo Bill signe à la fois la réconciliation des peuples et de manière très ambiguë la supériorité morale et physique des Américains qui se voient sur cette photographie. Sauf que là encore, quelque chose au-delà de l'intention du producteur, enfin de celui qui a voulu cette mise en scène, se trahit. Quelque chose d'une fierté ridicule se voit dans la pose même de Buffalo Bill, et au contraire, une forme de tristesse ou de résignation se lit dans la silhouette de Sitting Bull qui vient encore aujourd'hui nous émouvoir, je crois. C'est un extrait qui raconte la première apparition sur scène de Sitting Bull, qui a donc été un homme, qui a été employé un temps, pendant une saison, par le Wild West Show. Je ne sais pas dans quelle ville des États-Unis eut lieu la première apparition sur scène de Sitting Bull, où débuta sa carrière d'acteur. Mais le spectacle ne variait pas beaucoup. Tout d'abord, on entonne la bannière étoilée, quand soudain, Buffalo Bill paraît. Il est à cheval, le bras levé, et tient à la main son chapeau. Autour de lui, des Indiens et des cow-boys à cheval défilent, coups de trompette. Alors celui que tout le monde attend entre dans l'arène. Car le clou du spectacle n'est pas un spectacle, c'est la réalité. Oui, il n'y a rien de mieux. C'est une chose extravagante, la réalité. Elle est partout et nulle part. Et depuis quelque temps, on dirait qu'elle fane. C'est curieux. On ne sait pas l'expliquer. Elle est toujours là, mais elle semble avoir perdu de sa consistance. Tout ce sur quoi elle paraissait faire fond est soudain bousculé, changé, meurtri, ouvert. On ne reconnaît plus rien. Tout semble entraîné par la vitesse, l'argent, les échanges, et on ne sait quelle image ancienne, rêvée, nous remplit de regrets. Mais que regrette-t-on? Quelle société, quel idéal, quelle douceur. Et voici que le spectacle commence. Un Indien entre dans l'arène. C'est le vainqueur de Little Big Horn. Il porte son plus beau costume.
Ladies and gentlemen, puis-je vous présenter le grand chef indien, vocifère Franck Richemont depuis sa tribune. Sitting Bull n'a sans doute jamais été si seul qu'à cette minute, au milieu des drapeaux américains, dans la grande machine à divertir. Il n'était pas aussi seul lorsqu'il vivait en exil au Canada, parmi une poignée de proscrits. L'obscurité première est impénétrable. Et certes, on était seul à cheval, sous la pluie glacée, errant entre les formes imprécises, dans la grande forêt. Oui, on était seul et triste, mais on était libre, on était plein d'une haine brûlante. Et maintenant, Sitting Bull est seul dans l'arène. La grande chose qu'il aimait est restée en arrière, très loin. Et ici, dans les gradins, ils ne sont venus que pour ça. Tout le monde est venu voir ça, simplement ça, la solitude. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down.